Bienvenue dans ce décryptage approfondi. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument de l'ingénierie, le calcul et le dimensionnement des fondations, et plus particulièrement des semelles filantes, selon le fameux BAL 91 révisé 99. L'idée, c'est de transformer ce cadre réglementaire, parfois un peu lourd, en un véritable plan d'action super logique. C'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour ériger une structure qui va tenir des décennies, voire des siècles, une question fondamentale s'impose d'emblée. Comment garantir de manière absolue cette stabilité en s'appuyant sur des normes aussi rigoureuses? Eh bien, tout repose sur une compréhension méthodique et implacable des transferts de charges. Au programme de notre analyse, on commence par le cadre réglementaire, suivi de l'analyse des sollicitations, le modèle de la poutre inversée, les enjeux de fissuration et de durabilité, les fameuses conditions de non-fragilité, pour finir sur le monolithisme et les aciers de couture. On démarre tout de suite avec le premier point, le cadre réglementaire des fondations. Le chapitre B9 pose les bases. Il définit clairement les fondations. Comme des communicateurs essentiels, ce sont les intermédiaires critiques entre la totalité de l'édifice qui s'élève au-dessus et le sol en dessous. Sans une transmission parfaite, notre superstructure, c'est juste un château de cartes. Les textes sont très précis et couvrent différents types de fondations. On y retrouve les semelles sur pieux, les semelles isolées et surtout notre grand focus, les semelles continues ou filantes sous les murs. Le dimensionnement de ces dernières exige vraiment une attention toute particulière. On passe à l'étape 2, l'analyse des sollicitations transmises. Gérer les charges, ce n'est pas juste encaisser une pression verticale, le fameux effort normal qu'on note grand N. Il faut aussi composer avec la force horizontale H et le fameux couple ou moment de flexion grand M. Et c'est là qu'intervient une approche redoutable, la méthode des bielles. C'est vraiment le pivot du calcul pour le ferraillage transversal des semelles filantes. L'idée, c'est de modéliser la transmission des efforts par des bielles de béton comprimé. Ça demande une vraie rigueur, il faut maîtriser l'excentricité, vérifier chaque ancrage et croiser intelligemment des armatures à la base pour contrer la traction. Et pour ça, on a ici une formule absolument incontournable, l'évaluation de l'effort normal ultime. Elle combine la résistance du béton en compression avec la limite d'élasticité de l'acier. C'est cette synergie parfaite entre les deux matériaux qui nous donne notre marge de sécurité vitale. Mais attention, la force pure n'est jamais notre seul ennemi. Pour tenir compte du risque d'instabilité, la formule du coefficient de flambement, le fameux alpha, vient ajuster le tir. Ce coefficient dépend directement du rapport d'élancement, pour garantir que la structure ne pliera pas sous son propre poids. Ce qui nous amène au point 3, le modèle de la poutre inversée. Pour le dimensionnement des murs de cave qu'on appelle de type IV, les ingénieurs font appel à un modèle conceptuel extrêmement astucieux pour calculer le ferraillage. L'idée, c'est de renverser le problème, littéralement. On considère le mur non pas comme un élément classique, mais comme une poutre inversée. Le sol pousse vers le haut de manière uniforme et les poteaux agissent comme des appuis fixes vers le bas. Du coup, le calcul devient statiquement identique à celui d'une poutre standard. C'est brillant d'élégance. Quatrième étape, et pas des moindres, la fissuration et la durabilité. Un ouvrage, c'est bien, mais un ouvrage qui dure, c'est mieux. Le BAL 91 identifie plusieurs facteurs qui rendent l'ouverture des fissures très préjudiciable. Une fissure qui s'ouvre trop, c'est la porte ouverte à la corrosion des armatures internes, surtout dans des environnements agressifs ou au contact de celles de déverglaçage. Ça peut littéralement ruiner la fondation de l'intérieur. Le point crucial, c'est donc la prévention. La première ligne de défense absolue, c'est l'enrobage des aciers. On parle de 3 à 5 cm d'épaisseur de béton minimum, strictement imposé selon l'agressivité du milieu. Ensuite, pour maîtriser la fissuration, la réglementation impose des limites géométriques très strictes sur l'espacement des armatures. En respectant cet écartement maximal, on crée un maillage serré, un vrai bouclier physique. Cinquième point essentiel, les conditions de non-fragilité. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est notre filet de sécurité. Ce principe garantit que si notre élément subit une surcharge imprévue, le béton va se fissurer, certes, mais l'acier va commencer à s'étirer doucement sans casser net. Ça offre des signes d'avertissement clairs bien avant une rupture brutale. Et ce tableau résume parfaitement les sections minimales d'acier requises. La logique est implacable. Plus on utilise un acier avec une haute limite d'élasticité, comme le fait E500 par exemple, plus le taux minimal exigé diminue. La performance intrinsèque du matériau dicte la quantité nécessaire pour être en sécurité. Enfin, sixième et dernier point, le monolithisme et les aciers de couture. La section B.6 est super claire là-dessus. Partout où un béton frais vient rencontrer une surface existante, aux interfaces, des armatures qu'on appelle aciers de couture doivent obligatoirement traverser la jonction. C'est ni plus ni moins l'acte de recoudre la structure pour qu'elle ne fasse plus qu'un.
Si on regarde ce diagramme de la distribution des contraintes, on comprend tout de suite pourquoi cette interconnexion est impérative. Les forces de compression monumentales se diffusent en biais. Si les armatures ne sont pas placées de manière ultra stratégique pour assurer la continuité, c'est la faille assurée. Le monolithisme, pour faire simple, c'est le Graal structurel du BAL 91. C'est réussir à transformer une somme de pièces détachées, semelles, murs, poteaux, en un tout invincible, capable de réagir aux contraintes exactement comme un seul bloc de pierre massif. Et ça nous amène à une réflexion finale assez fascinante. Si notre objectif actuel est cette continuité parfaite garantie par les aciers de couture, on peut se demander comment les futurs codes d'ingénierie, avec les nouveaux matériaux, parviendront à modéliser et à prédire avec encore plus d'exactitude la durée de vie de ces interfaces. Il reste encore tant à découvrir sur ces structures magnifiquement intégrées.